Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Accès Innovation. Accès Innovation est une série d'entrevues qui ont pour but de présenter les beaux projets et découvertes dans l'ingénierie de partout dans le monde. Mon nom est Émile Demers. Je suis honoré aujourd'hui d'avoir notre invité qui m'a enseigné en fait quelques cours à l'université car il est professeur au département de génie mécanique de l'Université Laval. Il est aussi le fondateur du laboratoire d'ingénierie de la réadaptation de l'Université Laval. Alexandre Cambeau-Lecourt, bienvenue. Merci, bonjour. Bonjour, donc nous, au moment qu'on enregistre, j'ai récemment enregistré un épisode avec un professeur, un autre professeur de recherche, donc c'est la deuxième fois, mais c'est des invités, je pense, qui ont sûrement beaucoup à apporter, sûrement par leur talent de vulgarisation, mais aussi par le fait qu'ils sont très à l'aise de parler de leurs projets, des nombreux projets de recherche que vous avez. Donc j'ai bien hâte de voir où ça va nous amener. Notre sujet principal aujourd'hui est le robot Ciara. Donc, on parle d'un bras robot abordable, si je ne me trompe pas, qui s'attache à des fauteuils de personnes avec mobilité réduite. Donc, évidemment, c'est un sujet qui est quand même, c'est un projet de recherche, je veux dire, qui est quand même très particulier, très précis, qui vient comme pinpoint un handicap très particulier. Moi, ce que je me demandais, c'est d'où vient l'inspiration pour un projet si spécifique. Ça me fait comme penser que peut-être tu connaissais quelqu'un qui avait un handicap relié à ça exactement, ou peut-être pas, là. Oui, ben dans le fond, tous nos projets de recherche presque viennent d'un besoin exprimé par des personnes à mobilité réduite ou des équipes d'ergothérapeutes avec qui on collabore. Euh, il y a déjà des robots d'assistance qui existent dans le monde qui s'attachent au fauteuil roulant. Ça, c'est pour aider les personnes qui ont une mobilité réduite aux membres supérieurs. Donc, qui ont peut-être une certaine force musculaire, mais pas assez pour, par exemple, lever le bras pour se gratter la tête, manger, ramasser un objet au sol, ou qui ont des mouvements trop incoordonnés, donc c'est-à-dire qu'ils peuvent faire des mouvements, ils ont une certaine force, mais ils vont avoir des spasmes donc le bras ça va être difficile de contrôler, donc ils peuvent pas manger comme ça. Donc, ils ont besoin au quotidien, ils ont besoin d'aidants, que ce soit des aidants naturels ou des personnes en centre de soins longue durée. Donc, c'est très difficile si par exemple, le matin, ils échappent leur manette de télévision, mais toute la journée, ils restent pognés avec le poste de télévision auquel ils étaient. Euh, mais la problématique, c'est qu'avec le vieillissement de la population puis le manque de main-d'œuvre, ben, c'est de plus en plus difficile d'avoir accès à des personnes qui vont venir offrir des soins, là, ne serait-ce que la préparation des repas et tout. Donc, les bras robotisés, il y en existe déjà comme ça un peu dans le monde. Donc, il n'y a pas 22 compagnies qui en font, mais ça OK. existe quand même déjà. Puis, ça apporte un gros plus euh, aux personnes en termes d'autonomie, de qualité de vie. Ils peuvent sortir par eux-mêmes, ils vont être capables d'ouvrir une porte, des choses comme ça. La problématique, c'est que ces bras-là coûtent dans les environs de 50 000 $. Donc, puis il y a une durée de vie aussi au bras, là, ça ne dure pas 40 ans non plus. Donc, c'est difficile pour ces personnes-là d'avoir accès au bras. Ouais. Euh, donc là, notre but ici, c'était d'en faire une version vraiment faible coût qui serait, par exemple, dans les environs de 5 ou 10 000 $. C'est très intéressant ce que tu mentionnes par rapport à la population vieillissante. Quand j'ai lu ça, j'avais lu ça dans un des rapports que j'avais lu par rapport au projet Sierra, puis j'avais comme jamais pensé à ça, mais c'est évidemment, mettons, on peut se projeter dans 40 ans, là, quand on va être des personnes âgées, et que on voit juste en ce moment la pénurie de main-d'œuvre et le manque de main-d'œuvre et le manque de personnel, tu sais, à quoi ça va ressembler dans les résidences pour personnes âgées ou les CHSLD et tout ça. Fait que je trouve que, tu sais, la cause, c'est intéressant de voir que le besoin, il y a comme plusieurs facettes, là, finalement, là. C'est oui, on aide dans le moment présent, mais aussi on vient comme se future-proofer. Fait que ça, c'est quand même pas pire. Puis tu sais, le 50 000 que tu mentionnes, ce qui est un prix probablement qui est comme exemple, il y a souvent une certaine gamme de prix, mais c'est très cher, tu sais. Est-ce que les compagnies d'assurance peuvent rembourser ça? Ben, au Québec, non. En fait, au Québec, même les organismes gouvernementaux, il y en a peut-être quelques instances où ils vont rembourser, mais c'est vraiment, ça serait une exception, là. C'est vraiment très rare. En Europe, les assurances vont rembourser. Ben, en tout cas, dans quelques pays. Mais au Québec et au Canada, c'est pas remboursé. Donc, c'est vraiment la personne qui doit se l'acheter euh, d'elle-même. Donc, il y a des fois, ils font des campagnes de financement, mais ça reste très limité en termes d'accessibilité.
parce que c'est vraiment très coûteux, là. Ben oui, tellement. Ouais, c'est ça. C'est comme le prix d'une coupe de char, là, mettons. C'est comme, c'est facile à voir que c'est pas tout le monde qui a accès à cet argent-là, là. OK, puis c'est sûr que aussi par rapport vraiment aux besoins initial puis aux robots qui existent sur le marché, c'est sûr que tu as mentionné que tu sais, des fois c'est un besoin, c'est ça qui m'a comme impressionné quand j'ai lu le rapport là. Tu sais, le besoin en masse est tellement pas tant élevé que ça que tu sais, c'est dommage de voir des robots justement à 50 000 qui ont probablement quand même des très bons torques puis tu sais, ils coûtent très cher, mais ils peuvent juste pas se rendre par terre pour ramasser une manette qui pèse à peu près 20 grammes, j'imagine, à peu près, là, tu sais. Ouais. Fait que c'était quoi, dans le fond, à peu près c'est quoi à peu près les requis de masse que vous aviez, puis comment vous vouliez faire pour baisser les coûts? Oui, ben dans le fond, les robots d'assistance à 50 000 qui existent, normalement, ils peuvent prendre une charge d'environ 2 kilos. Mais ce qu'on s'est rendu compte, c'est que dans la vie de tous les jours, 2 kilos, c'est vraiment beaucoup. Ouais. 80-90% des objets du quotidien, que ce soit prendre une sandwich, prendre un verre, une brosse à dents, des choses comme ça, ben 80-90%, ça ne dépasse pas 300 grammes. Donc, le Ouais. fait que d'avoir une capacité de 2 kilos, la capacité qui va de 3, mettons, de 400 grammes à 2 kilos, ça n'a pas à grand-chose. Puis ça fait, ça fait qu'on a un besoin en couple, en force du robot à peu près 5 fois plus élevé pour quelque chose qui ne sert pas vraiment. Donc, c'est beaucoup là qu'on on est allé jouer euh, pour avoir besoin de moteurs moins puissants, donc pas mal moins coûteux aussi, là. Puis l'autre chose, c'est des innovations mécaniques qu'on a fait pour réduire le besoin en force du robot. Donc, on est venu placer des ressorts qui prennent une partie de la charge pour le robot. Donc, on a moins besoin de moteurs puissants aussi, là. Ça, fait que c'est une chose. Donc, les moteurs, puis ça, je pense que c'est des servomoteurs, des moteurs électriques qui sont bons en positionnement, probablement, Oui, qui exact. sont précis. OK. Donc, ça, le prix de ça est proportionnel à la puissance, c'est ça? Je me trompe-tu Ben, en disant ça? non, non, tu te trompes pas. Mais ça dépend. Ça va un peu comme par escalier. Tu sais, mettons, dans une gamme, qu'on prenne un moteur à 3 Nm ou 6 Nm, ça va être le même prix environ. Sauf que si on est capable de descendre, par exemple, en bas de 3 Nm, ben là, on peut changer totalement de gamme de moteur. Puis là, il y a une grosse baisse il y a une grosse baisse de prix. Euh, Par exemple, des moteurs en haut de 4 Nm, ça va être difficile de s'en sortir. Euh, pour que ça reste compact aussi, là, parce qu'on ne faut pas que ça soit un gros robot avec des moteurs de 2 mètres qui dépassent, là. Euh, donc, si on veut que ça reste dans une certaine compacité, euh, on va passer, par exemple, d'un moteur de 4 Nm à 2 Nm. Ben là, il va avoir un gros bond Ouais. peut-être d'un facteur 5 de coût ou quelque chose comme ça, là. OK, fait que c'est intéressant, fait que ça veut dire que ça rend la job quasiment plus facile pour vous au laboratoire pour dire, ben là, nos objectifs sont de temps puis temps, tu sais, on est-tu capable d'aller à temps, tu sais, c'est pas une gamme tu sais, c'est pas une gamme de couples qui varie en incréments, parce que si ça serait le cas, j'imagine que ce serait peut-être un petit peu plus difficile de se décider puis de s'enligner, parce que là, tu pourrais dire, ah, peut-être un petit peu de plus, un petit torque de plus, tu sais. Ouais, Euh, ouais, ouais. euh, Puis il y a aussi une chose, il y a une question qu'il faut que je te pose. Quand tu dis, puis j'avais lu ça aussi dans le rapport, quand tu dis que, mettons, je pense que c'était 80% ou 90% des objets quotidiens pèsent de 300 à 500 grammes, c'est comment vous faites pour savoir ça? C'est où? Y a-t-il des données qui existent là-dessus sur Internet où vous vous êtes amusé à peser plein d'objets quotidiens? Ben, ça l'a donné qu'il y avait une étude scientifique qui avait déjà été faite. Je pense que c'était pour une prothèse de main, OK. pour justement puis qui listait listait plein d'objets du quotidien, puis c'est eux qui étaient arrivés avec ce chiffre-là. Nous, on l'a trouvé, puis on a aussi rajouté des choses, puis vérifié que ce qu'on voulait prendre, ça correspondait bien. Mais Ouais. c'était de là que c'était parti, là. Fait que j'imagine que c'est ça, puis vous avez aussi sûrement plein d'autres projets au laboratoire qui demandent de savoir ces genres de données-là. Donc, c'est des données qui peuvent être utiles aussi dans d'autres projets que vous avez. Oui, oui, exact. Ouais. Et est-ce que, juste avant de continuer, est-ce que l'objectif du projet Ciara a changé en cours de route? Est-ce que vous vous êtes retrouvé à réévaluer les besoins? Une fois que, mettons, l'architecture principale a été décidée, est-ce qu'il y a des gros changements qui se font face à du feedback ou face à des découvertes? Euh,
Ben, l'objectif comme tel reste toujours le même. Mais c'est sûr que en faisant la conception, on s'aperçoit de compromis, puis là, on va peut-être changer différentes, différentes directions ou différentes façons de faire. Par exemple, si on pense équilibrer avec les ressorts, ben, est-ce que après ça, on peut se demander, OK, ça amène une certaine complexité. Est-ce que finalement, on laisse faire ça, puis on prend Ouais. juste pour cette partie-là un moteur qui est plus puissant, puis donc, ça va Mhm. aussi avec des choses qui ont l'air simples, mais qu'en faisant la conception ou en le mettant dans les mains d'utilisateurs, on s'aperçoit que c'est pas si simple au quotidien. Donc là, on va réévaluer puis changer les choses, mais sinon, l'objectif est demeurer le même. C'est vrai que quand on parle de projet de maîtrise, des fois, de ce que je me rends compte avec les entrevues que je fais, des fois, les étudiants, ils font, mettons, 2 ans, puis ils font peut-être pas nécessairement un prototype physique très avancé de leur projet. Des fois, c'est juste, mettons, de la recherche ou de la conception en 3D. Et puis après, donc, je peux m'imaginer qu'ils verront sûrement pas un peu le fruit de la réalisation, des fois, là, et qu'il y a des fois, leur truc peut-être marche pas et que ça demande d'autres itérations, parce qu'on le sait, là, puis tu sais, je sais pas si tu es d'accord avec moi là-dessus, mais pour vraiment que quelque chose fonctionne, c'est quasiment obligatoire de faire un prototype physique puis de l'essayer parce qu'il y a toujours des choses qui apparaissent. C'est jamais parfait comme on peut imaginer. Euh, Toi, tu as travaillé, dans le fond, de ce que j'ai cru comprendre, tu as travaillé en industrie avant de faire ton doctorat, c'est ça qu'on m'avait dit. Euh, Est-ce que tu as remarqué qu'il y avait une différence justement entre le prototypage en entreprise versus dans ton laboratoire? Oui, ben, c'est sûr que nous, tous nos projets sont vraiment appliqués, donc il y a toujours des prototypes. Euh, Mais en industrie, c'est sûr que ça va plus vite. Dans le contexte académique, tu sais, oui, il y a la recherche, mais comme je disais, dans notre équipe, on est vraiment tous les projets sont très appliqués. Mais mettons, en industrie, ça va être un projet ou deux projets avec plusieurs personnes directement dédiées pour ça. Puis, tu sais, c'est ce projet-là qu'on fait avancer. Dans le contexte de maîtrise, stage et doctorat, ben là, c'est plus la personne qui a son projet, qui développe son projet de A à Z. Donc, c'est sûr que c'est plus long. Là. On a peut-être, s'il y a 8 personnes, ben, il va peut-être avoir 8 projets. Tandis qu'en industrie, à 8 personnes, ça pourrait être un ou deux projets qui a un focus qui est donné, comme un gros sprint qui est donné sur ce projet-là. Donc, c'est sûr que les développements dans ce contexte-là peuvent être plus longs. À part certains projets là, qu'on met vraiment un focus avec des ingénieurs de recherche, puis c'est ça qu'on fait plus avancer puis en travail d'équipe. Mais un avantage aussi, c'est que en industrie, c'est très rapide. Là. Il n'y a pas le temps d'explorer. Euh, donc, c'est ça qu'on peut se Ouais. permettre aussi. Il y a certaines maîtrises que, sans être de la recherche fondamentale, ben, on fait un prototype, il y a une idée qu'on a, ben, on l'essaye. Tandis qu'en industrie, euh, il y a moins le temps pour faire ça, puis les ressources. Donc, ça va être les gens directement, ils vont essayer une chose, puis ça va être ça qui va être vendu après. Ils n'ont pas le temps d'essayer 3-4 solutions ou 3-4 différentes avenues. Donc, les deux sont bonnes, les deux ont leur avantage et puis sont complémentaires aussi. Ouais, ça se complète. Est-ce qu'il y a d'autres différences majeures qui sont intéressantes, sauf pour le prototypage que tu as remarqué? Parce que t'as une perspective unique que j'imagine que quand même, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont, là. Ouais, ben moi j'ai vraiment beaucoup aimé aller en industrie pour revenir. En fait, je suis allé en industrie, ben, j'ai fait plusieurs stages en industrie pendant mon bac. Ensuite, j'ai fait maîtrise doctorat. Je suis allé travailler 3 ans en industrie, puis je suis revenu comme professeur à l'université. Mais cette période-là en industrie, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Ça m'a donné vraiment une autre perspective. Euh, Parce que, ben, surtout pour, en fait, l'industrie puis la recherche universitaire, ça m'a apparu vraiment comme deux mondes vraiment différents. Là. Il y a un énorme fossé entre les deux, dans le sens où quand j'étais, par exemple, au doctorat, puis là, il y avait différents projets, puis on dit, ah, ben, la suite du projet, nous, on a fait un prototype, mais la suite, ça serait à l'industrie de le reprendre, puis partir de là, c'est pas notre responsabilité. Puis là, quand j'étais en industrie, il y avait des prototypes, on travaillait en collaboration avec des universités. Puis là, eux, ils disaient, ah ben, voici notre prototype, nous, ça s'arrête là. Mais moi, je voyais en industrie que les compagnies étaient vraiment pas prêtes à prendre
aussitôt, aussi loin les développements qu'ils avaient faits. Là, ça marchait en laboratoire, mais on voyait bien qu'il restait encore beaucoup d'efforts de recherche à amener pour qu'une entreprise le reprenne après. Donc, il y a comme l'université fait des choses, il arrête à un certain moment. La compagnie a besoin que ça soit vraiment plus poussé avant de s'embarquer là-dedans. Donc là, ce que ça fait, c'est que les projets meurent entre les deux. Les compagnies aimeraient bien reprendre de ces projets-là, mais c'est vraiment trop loin et trop fondamental. Donc là, ils passent à d'autres choses, puis Ouais. le projet universitaire, il tombe entre deux chaises dans le fossé, puis ça va pas plus loin. Donc ça m'a vraiment donné une perspective que on avait besoin dans nos projets d'aller plus loin techniquement dans les prototypes, dans les essais qu'on fait avec les utilisateurs puis le milieu clinique pour qu'ensuite une compagnie puisse le reprendre là, pour pas que ça soit oublié sur une tablette. Ouais, puis ça, c'est... OK, ouais, c'est quelque chose que... Ouais, je comprends que c'est important, fait que ça fait qu'au final, ça peut, premièrement, peut-être donner plus de... Je veux pas dire de crédibilité, mais, tu sais, ça fait en sorte qu'il y a plus de gens qui peuvent apprendre du lab. Puis, vos étudiants, probablement qu'il y a une genre de fierté reliée à ça, qu'ensuite de savoir qu'une invention, une innovation s'est transférée en industrie, là. Est-ce que Ouais, c'est quelque... Ouais, vas-y. oui, mais ça fait aussi partie de la formation d'être capable de faire des prototypes, non seulement pour tester une idée, mais plus des prototypes qui vont vraiment fonctionner euh, en pratique, puis de voir justement, là, c'est beau de faire un prototype puis de l'essayer nous-mêmes en laboratoire, mais la seconde qu'on le donne entre les mains d'un vrai utilisateur potentiel ou du milieu clinique, à chaque fois, il y a des choses qui ne marchent pas ou des choses qu'on n'avait pas vues qui ne marchent pas. Donc là, de prendre cette méthodologie-là de travail interdisciplinaire puis itératif, ça amène un gros plus à la formation des étudiants et étudiantes aussi, parce que quand ils se retrouvent en industrie, ben, c'est des compétences qu'ils vont utiliser directement. Là. OK. Et justement, puis oui, puis tu parles de feedback. Quand vous allez chercher du feedback, comment ça fonctionne généralement? Parce que j'ai travaillé dans le domaine médical et ça pouvait être quand même très compliqué faire essayer les produits médicaux aux patients. Il y avait un gros processus d'approbation et tout. Vous, ça ressemble à quoi? Comment vous allez chercher ça? Ben, ça reste pas simple pour nous non plus, mais c'est quand même 1000 fois plus simple qu'une entreprise parce que on est dans le contexte de milieu de recherche, donc on a des accès plus faciles. OK. En gros, comment ça fonctionne? Si on a un projet qui commence, normalement, on va c'est comme se créer un genre de groupe expert là, qui vont être des utilisateurs potentiels, puis des membres du milieu clinique, puis aussi d'autres chercheurs dans d'autres domaines comme physiothérapie, ergothérapie avec qui on travaille. Puis là, si on pense à une problématique, par exemple une aide à l'alimentation ou peu importe, ben, on va commencer par faire des entrevues ou des questionnaires pour bien identifier le besoin. Puis ensuite, on va arriver avec des idées. Là. Ça peut être juste des dessins à la main, des dessins en CAD, dessins 3D ou même des petits trucs en prototypage rapide, des modèles réduits, juste pour savoir si ça, on est dans la bonne direction. Montrer aussi des solutions existantes pour comprendre pourquoi telle ou telle solution, ça ne répond pas aux besoins. S'il y en a une qui répond aux besoins, ben on ne va pas plus loin. Là, ça ne sert à rien de réinventer la roue. Donc, à partir de là, on commence un premier prototype qu'on va ensuite refaire essayer aux gens. Puis là, de fil en aiguille, on peut... il y a certains projets, c'est plus complexe. Ça va être un ou deux, trois prototypes. Il y en a d'autres que c'est plus rapide. Ça peut être une dizaine, 10, 15 de prototypes qu'on améliore à chaque fois. Donc, c'est vraiment en le présentant aux gens du milieu clinique et des utilisateurs potentiels qu'on va voir. Puis ça, normalement, on commence avec un essai qu'on appelle ponctuel. C'est-à-dire, par exemple, pour une aide à l'alimentation, ben, on va le prêter le temps d'un repas ou comme un repas simulé, là, par exemple, avec de la compote ou juste pour voir rapidement si ça fonctionne bien. Puis là, plus on avance, ben, plus on va faire des prêts long terme.
par exemple, le prêter pour 2 jours, 1 semaine, ensuite 1 mois, 2 mois. Parce qu'à chaque fois, il y a des choses que on ne voit pas avec juste un petit essai ponctuel, par exemple, si on le laisse une journée, mais qu'au cours d'un mois, ben, il y a d'autres choses qui apparaissent, comme le transport de l'appareil pour aller au restaurant, différents repas, différentes textures, il y a des choses qui fonctionnaient, d'autres qui fonctionnaient moins. Donc, c'est un peu ça le processus, là. OK. Dans le cas, justement, du robot Sierra, on n'est pas tant embarqué dans le détail, mais on parle sommairement, on parle d'une chaise, c'est comme un bras robot qui est attaché à une chaise, justement, une chaise électrique pour personnes à mobilité réduite. Et le bras est capable de se rendre jusqu'au sol et puis de remonter avec un système, un genre de mécanisme à 4 barres et puis, je pense, 3 membrures. Le feedback par rapport à ça que vous avez eu, le dernier feedback que vous avez eu, ça ressemblait à quoi? Y avait-il des points positifs, des points négatifs? Oui, ben, juste pour commencer, là, un petit Ah ouais. point de terminologie, là, c'est vraiment pas grave parce qu'on on le dit tous, mais dans le milieu de la réadaptation, c'est un fauteuil roulant motorisé. OK. Chaise électrique, c'est mal vu, là, ça pourrait Ah, être. ah ouais, oh my god, tu vois, j'ai même pas pensé. Excuse. Ça, c'est le genre de terme que je dis, que je dis là. Oups. Ouais, En fauteuil fait, roulant motorisé. En fait, ça t'a pas mal, là. Tout le monde dit ça. Puis c'est justement là, quand le monde rentre dans l'équipe, il y a un certain terme comme ça là, pour pas arriver à une personne puis dire ah ta chaise électrique. Ouais. Mais non mais c'est Ah, juste un point ok. qui me fait rire là. C'est Je bon. disais la même chose moi aussi avant. Là. C'est good. Bon. Euh, Ok. Puis, ben, en fait, là, avec Ciara, on vient d'avoir un premier prototype. Euh, Auparavant, on avait montré des modèles CAD et tout aux personnes pour avoir des feedbacks. Là, on vient d'avoir un premier prototype réel là, que, dès le retour en janvier, on va vouloir plus montrer. On a commencé un petit peu à le montrer. C'est sûr que là, euh, le commentaire, le premier commentaire qu'on a ou puis qu'on va avoir, c'est que c'est pas très beau. Parce que on s'est concentré plus ingénierie sur le prototype puis la fonction. Donc là, c'est comme si on imagine des barres de métal, qu'il n'y a pas de recouvrement. En fait, il y a plein de choses dans notre quotidien que si on enlève le recouvrement, c'est juste des bouts de métal qui tiennent ensemble, puis on trouverait ça très laid. Ouais. Souvent, c'est la coquille qui nous cache ces choses-là, puis on s'en rend pas compte. Donc là, présentement, c'est un peu ça. C'est un robot tout nu, pas de coquille. Donc, c'est beaucoup de barres de métal et tout. Donc, ça, il y a le. Mais ça a l'air niaiseux, mais c'est très important, l'esthétisme OK. dans dans les projets comme ça, là, les aides techniques. Parce que ben, les gens veulent pas paraître différents. Là. S'il y a un gros robot avec plein de barres de métal sur le bord de ton fauteuil, ben, le monde peut te regarder puis voir que c'est quoi ça, puis t'as l'air d'avoir l'air un peu bizarre et différent. Ouais. Tandis que si c'est un beau robot avec un beau look et tout, ben c'est le contraire. Là. Le monde regarde pour dire hey, wow, il y a comme une prothèse, c'est la même chose. Là. Si on a une main prothétique qui est une pince à la Capitaine Crochet, ben, ça peut paraître bizarre, mais si tu as une main de Iron Man, ben là, oups, on vient de passer d'un autre niveau qui fait oh, il y a cool, il y a une main d'Iron Man. C'est hot. Ouais. Donc, il y a comme cet aspect-là qui est important aussi, mais qui vient plus tard dans nos développements parce que Mhm. c'est difficile de penser à quelque chose d'esthétique et tout quand on n'a pas fini la fonction. Là. Ouais, la fonction, elle vient probablement en premier, c'est ça. Puis tu sais, pour mettre de l'esthétique, j'imagine que ça peut être assez facile, comme tu disais, tu sais, juste ajouter des recouvrements à la fin, ajouter des genres de capots en plastique ou en peu importe quoi, tu sais, pour tout refermer ça, là. Ça, j'imagine que c'est faisable, mais je comprends l'intention initiale de se concentrer sur le besoin. Ben, C'est... Ah, vas-y. c'est facile, mais en même temps, nous, on est vraiment pas bon là-dedans. Là. Ouais. Donc, on fait affaire avec avec des firmes de design industriel ou des travailleurs autonomes là, en design industriel pour aider pour ça. Parce que nous, c'est juste un talent comme d'autres, puis ben, celui-là, on l'a pas. Là. Fait que Ouais. c'est ça. Je peux comprendre ça. Moi non plus, l'esthétique, c'est vraiment pas mon fort, là. Puis là, je fais des trucs, puis je trouve ça beau, puis là, finalement, c'est comme le monde trouve ça laid. Je suis comme, ok, ouais, c'est...
Puis là, fait que c'est quoi généralement les outils que vous utilisez? Utilisez-vous des analyses par éléments finis ou puis tu sais, pour faire le prototypage, vous avez-vous ben, je sais qu'il y a un petit laboratoire en fait, il y a une shop là, en bas dans l'Université Laval pour usiner. Ça ressemble à quoi les outils que vous utilisez? Oui, c'est sûr que ça va dépendre des projets puis de l'étape du projet. C'est sûr qu'on commence souvent avec de l'impression 3D. Euh, Ça, on a différentes machines, là, des FDM, SLA, ou on regarde aussi bientôt pour avoir une SLS qui fait des pièces mieux fusionnées entre elles, là, plus solides. Donc, souvent, on commence par de l'impression 3D, puis ensuite, ben, ça dépend du projet. Si on peut rester, par exemple, dans le plastique, ben, on peut avoir une découpeuse laser ou euh, à la limite faire des moules, du moulage, des choses comme ça. Mais d'autres fois, on a besoin plus d'aller en aluminium pour certaines parties pour être question de robustesse puis de solidité et tout. Euh, donc là, ça, on va plus aller en usinage métal. Puis justement, ben, au département de génie mécanique, on a un gros atelier d'usinage là, avec 4, 5, 6 techniciens à temps plein. Euh, donc ça nous aide beaucoup là, pour le prototypage. Toi, dans le fond, tu mentionnais, bon, tu avais fait ta maîtrise, ton doctorat. Je sais pas, ça fait combien d'années que tu les as faites, mais quand toi, tu étais étudiant en recherche, j'imagine que l'impression 3D, c'était pas autant répandu que ça l'est aujourd'hui. Je sais pas, mais j'imagine. Si c'était le cas, ben c'était-tu le cas, premièrement? Je sais pas. Commencez par ça. Ben, il y a, j'ai terminé mon doctorat, ça fait 10 ans, là, en 2012. OK. Euh, mais oui, il y avait déjà beaucoup d'impression 3D. En fait, au laboratoire de robotique, là, ils jouent avec les imprimantes 3D depuis 20-25 ans, là, si je me trompe pas, là. Bon, OK. Euh, c'est sûr que euh, les machines ont pu évoluer. Ben, en fait, la qualité des choses, si on pense au FDM, par exemple, c'est resté pas mal similaire. C'est plus le coût des imprimantes qui a vraiment diminué dans les dernières années. Par exemple, là, il y a vraiment plusieurs personnes qui ont une imprimante 3D à la maison. Ben, avant, c'était pas le cas. Là. C'était vraiment, ça n'existait pas des imprimantes 3D à 1000-2000 $. C'était plus des imprimantes qui commençaient à 20-30 000. Mais au final, ce qui est dans les maisons aujourd'hui à 1000-2000 $, ben, ça donnait la même chose, même qualité que les machines qu'on avait. Donc, nous, au laboratoire, on en avait, puis on en faisait beaucoup des impressions 3D comme ça. Donc, ça n'a pas vraiment changé. C'est plus qu'aujourd'hui, c'est possible pour monsieur, madame, tout le monde de se faire des impressions 3D à la maison. Mais en termes de prototypage pour les projets de recherche, ça a plus ou moins changé. Là où c'est venu changer, c'est différentes technologies qui sont apparues, comme par exemple en SLA qui peut faire des pièces plus unies ou plus solides aussi, ou ben, les imprimantes SLS aussi là, qui viennent de sortir plus récemment. Ça, c'est parce qu'il y a un brevet qui a expiré il y a à peu près 3 ans. Où là, avant, il y a 5 ans, ces machines-là, ça coûtait 200-300 000 à acheter. Aujourd'hui, c'est plus dans le coin de 30 à 50 000 $. Donc, ça reste pas mal cher, mais c'est quand même plus accessible qu'avant pour des labs de recherche. Comment ça fonctionne? Pourrais-tu me rappeler et informer peut-être l'auditoire comment ça fonctionne une imprimante SLS? Oui, ben, une imprimante plus classique FDM, ça va être des filaments qui vont être déposés couche par couche, une par-dessus l'autre. Mhm. Euh, les imprimantes SLS, c'est plus une poudre qui vient être fondue avec un laser. Donc, c'est vraiment fusionné. Les différentes couches sont vraiment fusionnées une avec l'autre. Donc, dans celle plus classique FDM, couche par couche, ben, le problème, c'est que le plastique comme tel est solide, mais entre les couches, c'est comme une genre de petite colle qui va être entre les couches. Donc, il y a comme un plan de faiblesse. Il y a un plan où c'est solide, mais un autre plan où on peut qui vont venir casser plus facilement là, par la colle. Tandis que les SLS, c'est plus fusionné directement ensemble avec le laser, donc sont plus solides. Puis c'est aussi possible ça va être des pièces souvent en nylon.
mais qui est possible aussi de venir renforcer avec de la fibre de carbone dans l'impression. Donc, ça peut faire des pièces vraiment solides que, en fait, ça peut être un produit directement qui est utilisé avec ça aussi, là. Ouais, directement fait en ça. OK. Ça, c'est très, j'imagine, ça serait très rapide à faire, là. Ça a dû vraiment augmenter la rapidité des prototypes qu'on peut sortir, mais c'est intéressant, ouais, au final, de voir que, c'est ça, il y a 20 ans, il n'y a pas grande différence dans les labos de recherche. On en avait quand même, c'est juste qu'à la maison, on n'avait pas. Ben, ou à moins que, tu sais, nous, on en avait une, mais c'est sûr que c'était plus difficile pour, par exemple, je pense à un labo de recherche en génie électrique qui a moins besoin d'en faire. Ben, dans le temps, ils n'auraient peut-être pas acheté une imprimante 3D eux-mêmes pour ça. Ils auraient fait affaire avec d'autres labs de recherche ou des compagnies qui faisaient ça, tandis que là, c'est plus démocratisé pour n'importe quel lab de recherche peut s'en permettre une. Ouais, OK. OK, je comprends. Euh, je voulais peut-être qu'on rembarque un peu dans le sujet du bras du Sierra. On avait mentionné qu'on voulait baisser les coûts en utilisant, en vraiment venant regarder nos critères. Donc, entre autres, on a besoin de bas torque et de basse masse au final. Fait que comment vous avez réussi concrètement à baisser le coût? Fait que c'est vraiment ça, finalement, c'est ça qu'on disait. Donc, des moteurs, modifier les mécanismes pour avoir besoin de peu de couple. Oui, donc, ben, ça a été vraiment en deux étapes, là. Premièrement, réévaluer les besoins. On a-tu vraiment besoin de prendre 2 kilos à 1 mètre de portée? Ou si on peut réduire ça, par exemple, à 500 grammes, ben, on vient déjà de diminuer par 4 le besoin de couple. Puis aussi avec différentes innovations mécaniques, comme par exemple de l'équilibrage statique. Ça, en fait, ce que c'est un peu comme si on imagine une lampe là, qui se tient tout seul avec des ressorts. Ben, au lieu que la lampe ait besoin de moteur, ben, c'est les ressorts qui sont judicieusement placés qui vont reprendre le poids de la lampe. Ben, c'est un peu ça qu'on fait. Donc, on vient reprendre, en fait, pour les joints qui sont à la base du robot, qui sont eux qui prennent le plus de coupe parce qu'il y a un plus grand bras de levier, ben, on vient mettre des ressorts comme ça, stratégiquement placés. Donc, ça vient reprendre, en fait, ben, à peu près 100% du poids du robot comme tel, donc les membrures du robot, la main du robot, etc. Donc, le moteur n'a pas à forcer pour ça. Euh, Puis aussi, une certaine partie, une certaine portion de la charge. Donc, au lieu d'avoir besoin d'un actionneur qui peut faire 12 Nm, par exemple, ben, on peut s'en sortir avec un moteur de 3 Nm qui est dans une catégorie plus servomoteur que moteur industriel, puis que là, le coût va être, par exemple, 5 fois moindre dans cette catégorie-là. Comme tu disais, c'est ça, on tombe dans l'autre catégorie d'en bas. Fait que Ouais. on réussit à baisser le coût significativement. Excellent. Ben super. Là, finalement, au final, est-ce que, ben, tantôt, tu nous as donné un peu un aperçu du coût, peut-être dans les 10 000 de ce que je ressentais, 10 à 15 000. Est-ce que, présentement, le prototype, vous êtes confiant que vous êtes sur ce target-là ou il reste des objectifs de réduction de coût à faire? Ben, en fait, le prototype qu'on a fait là, c'est plus qu'il y a un potentiel de coûter moins cher. Mais là, c'est sûr qu'on a fait un prototype pour voir plus la fonction, la cinématique, c'est-à-dire est-ce que ça rejoint toutes les parties. Donc, on n'a pas mis d'emphase là sur une réduction de coût pour en faire une grosse production. Ça va être une étape qui va rester après quand on va avoir bien confirmé que c'est vraiment comme cette architecture-là, la façon dont les différents joints sont faits et tout. Euh, donc là, si on prenait celui-là, peut-être qu'il coûterait si on en fait juste un, il va peut-être coûter un 8 000 ce qui est vraiment beaucoup parce que euh, une compagnie qui reprendrait le projet ne va pas le vendre à 10 000 puis avec une marge de 2 000 parce qu'il y a du support technique, il y a du marketing, il y a des bris de pièces, il y a de la R&D aussi à repayer. Donc, faudrait vraiment ensuite, quand on va avoir tout confirmé, ben, refaire une passe vraiment de design industriel, ben, esthétique Ouais. et en termes de coûts de production pour faire différents choix des pièces qui vont, par exemple, pouvoir être moulées ou
plutôt que d'être usiné avec plein... donc là, on ne s'est pas attardé là-dessus directement. C'est sûr qu'on le gardait en tête, mais il y a plein de choses, plein de travail là, qui va rester à faire là-dessus. Ben oui, puis c'est une des questions que je voulais te demander. Moi, c'est quelque chose que j'ai appris finalement en industrie, puis que je m'attendais pas nécessairement à ça, puis j'avais jamais comme considéré ça, mais les entreprises encouragent quand même beaucoup à penser à après que le produit soit in the wild, entre guillemets, qu'est-ce qui va arriver, quelle pièce va briser, est-ce qu'on va devoir remplacer des morceaux, est-ce qu'on va devoir faire des sous-assemblages de remplacement, comment on le gère ça, puis donc dans votre projet, puis dans les projets de maîtrise en général, puis ça va peut-être être une bonne catapulte pour parler du laboratoire en général, mais à quel point vous pensez à ça? À quel point vous pensez aux pièces qui peuvent casser? Puis sûrement que vous y pensez pas vraiment dans ces étapes préliminaires-là, là, mais je suis juste curieux de ton avis là-dessus. Ben, on y pense Ben, c'est sûr qu'on y pense. Le focus n'est pas nécessairement mis là-dessus, mais c'est sûr qu'il y a des projets. Mais en fait, c'est important de le considérer dès le départ parce qu'on élimine certaines solutions dès le départ à cause de ça. On pourrait penser, par exemple, pour le robot Ciara, ben, il y avait d'autres méthodes d'équilibrage statique qui sont, par exemple, avec des aimants, mais que là, ça marche. On se dit, ben, ça marche bien en laboratoire, mais les aimants peuvent se démagnétiser après, puis ça ne fonctionnera pas justement dans le wild après, comme tu dis, dans la vraie vie. Donc, ça, on élimine ces solutions-là, ou si on a des choses qui peuvent marcher avec d'équilibrage avec un élastique, mais qu'on se dit que ben, ça marche là, mais dans une semaine, ça ne marchera plus parce que l'élastique va sécher, ben, il y a plein de choses comme ça qu'on met de côté. Donc, c'est important dans le développement de la solution de penser à ces choses-là, parce que sinon, on va arriver avec quelque chose après qui ne pourra pas être... on ne pourra pas aller plus loin avec cette solution-là. Donc, c'est important d'y penser, mais c'est sûr que dans le contexte recherche, recherche-développement, il y a vraiment plein d'inconnus aussi. Donc, on ne va pas optimiser les premiers prototypes pour ces considérations-là, parce qu'on veut juste, au départ, on veut juste que ça marche. Là, on veut juste que le principe marche. Là, une fois que ça c'est fait, ben, on va y penser dans les prototypes à venir. Mais c'est sûr qu'il y a des projets où on n'est pas en mode production de 500 unités, donc on pense moins un petit peu à ces choses-là, mais c'est sûr que ça reste en tête que c'est important de faire après. Là. OK. Puis pour tout, justement, vous avez quand même une grosse gamme de produits puis d'innovations dans le laboratoire de réadaptation. Il y a un truc qui est relié un peu à ma première question que je t'ai posée, qui était par rapport aux requis spécifiques des gens avec certains handicaps physiques ou peut-être handicap psychologique, ou je sais pas c'est quoi le bon terme pour ça, mais juste pas qu'il y ait un repeat du mauvais terme, là, mais en tout cas. Mais j'ai, dans le fond, moi, je suis quand même l'industrie des jeux vidéo, là, puis dans le fond, il y a des rumeurs que la prochaine version de la PS5 va avoir un lecteur de CD externe modulaire que tu peux ajouter, mettons, à ta PS5 qui n'a pas de lecteur CD à la base. Donc, est-ce que cette idée-là de modulaire, ce serait ça la solution à dire on a beaucoup de gens qui ont plein d'handicaps différents, mettons un handicap de mobilité et un handicap de, mettons, il ne peut pas utiliser ses bras. Est-ce que c'est dire, OK, ben on match, mettons, le robot Sierra avec une chaise motorisée, électrique, fauteuil roulant électrique, motorisé, ou il y a d'autres solutions que tu verrais? Ben, c'est ça Oui, c'est sûr que... Ben, en fait, le gros défi dans les appareils d'aide technique en réadaptation, c'est que le coût souvent est élevé parce qu'il n'y a pas des quantités énormes. Donc, on peut pas... Tu sais, il y a par exemple, une prothèse de doigt qu'on voit, puis c'est juste quelques pièces mécaniques. On se dit, ben, ça doit coûter 200$, mais là, ça coûte 8000$. Là, on se dit, ben voyons donc, ça n'a pas d'allure. Ou un simple bouton pour fauteuil roulant va coûter 60$. On se dit, ben voyons, ça doit être 2$. Mais il y a peut-être certaines compagnies qui se font peut-être un profit important, mais c'est surtout, ben, souvent on voit ça de l'extérieur, puis on se dit, ben c'est exagéré, mais en même temps,
Après ça, quand on se penche un peu plus, c'est que ces compagnies-là, c'est pas des iPhones là, qui écoulent en milliards d'unités. Donc, en termes de coût, ben, si ils en vendent 200, puis ils ont un moule à faire, que le moule coûte 50 000, ou qu'ils ont beaucoup de marketing à faire pour rejoindre les gens qui sont plus dispersés. La R&D aussi qui a repayé sur, par exemple, 200 unités au lieu de 200 000, ben, c'est là que ça vient jouer. Donc, c'est ça, je disais ça, les coûts c'était en lien avec la modularité, parce que oui, si on peut faire quelque chose de modulaire, mais si on a un produit de base qu'on peut partager le coût des moules après ça avec différents handicaps, ben ça peut être un gros plus. Mm-hmm. Mais en pratique, c'est quand même difficile à faire parce que si on veut faire quelque chose de modulaire, ben on rajoute aussi beaucoup de complexité. Puis là, si on veut faire, par exemple, une aide à l'alimentation qui répond à plein de besoins, ben là, on se ramasse avec une aide qui est vraiment complexe, qui a plein de choses modulaires, mais les gens sont un peu perdus ou ça demande vraiment beaucoup de design ou d'usinage pour rendre ça modulaire, pour telle particularité pour une personne, telle autre. Donc, des fois, c'est comme un compromis. Là. On essaie d'aller avec le plus adaptable possible aux besoins de différentes personnes parce que chaque personne est différente. Ben oui. Donc, chaque personne va avoir ses capacités qui sont très, très différentes. Donc, il y a comme un compromis. Là. Des fois, c'est plus simple d'avoir simplement un autre produit à côté qui est spécifiquement pour cette gamme de capacités-là, puis un autre produit pour une autre gamme. Mais c'est sûr que si on peut arriver simplement à rejoindre les deux, c'est merveilleux, mais en pratique, c'est pas tout le temps si facile à faire. Il y a un des exemples dans lesquels je pense que ça me semble être plus facile à implanter, c'est vos solutions de développement. Donc, de ce que tu m'as présenté, le laboratoire de réadaptation, le laboratoire d'ingénierie de réadaptation semble être séparé en plusieurs sections. Fait que je peux les lister. Là. Fait que j'avais prévention, réadaptation, adaptation, sur-mesure et développement. Et de ce que je vois, la partie développement semble plus être axée peut-être programmation, contrôle, lecture de signal. Oui, ben, je vais commencer par. Je vais finir par développement. Là, ça va être plus facile. Dans le fond, la catégorie adaptation, c'est vraiment pour des adaptations au quotidien. Donc, des appareils que les gens vont utiliser pour des tâches de la vie quotidienne. Donc, ça peut être, par exemple, des aides à l'alimentation, des aides à l'écriture, une prothèse, une orthèse qui va autour de la main pour aider à fermer la main. Les robots d'assistance comme Ciara, ça rentre aussi dans cette catégorie-là. Ensuite, il y a la catégorie réadaptation. Ça, c'est par exemple quelqu'un qui a eu un accident ou par exemple une lésion à la moelle épinière, un AVC, puis qui doit réapprendre à faire des mouvements. Comme par exemple, si on a une entorse à la cheville, ben, on va faire des exercices de réadaptation. Donc, on n'a pas besoin d'une aide au quotidien pour ça, à part si on a besoin, par exemple, d'une canne pendant un certain temps. Ça, c'est une aide au quotidien. Mais les réadaptations, ça va être plus des technologies pour nous aider à faire des exercices pour regagner notre mobilité. Le défi en réadaptation, c'est souvent que les gens ne font pas leur exercice. Ah ouais? Ben, en fait, c'est un classique. Là, quelqu'un qui simplement qui se foule la cheville va faire des exercices au début, mais dès qu'il n'y a plus de douleur, va arrêter. Même si ça serait important de continuer pour renforcer, ben, les gens vont moins le faire. Puis, ben, une des raisons, c'est que souvent, on ne voit pas nécessairement la progression, donc c'est pas motivant. C'est frustrant, ouais. C'est frustrant de dire « Ah, je fais des exercices pour rien. » C'est ça. Donc, ce qu'on essaie de faire, on y va avec deux avenues. La première, c'est des technologies qui vont aider à motiver. Donc, ça peut être, par exemple, de faire réadaptation de la cheville avec un balance board, mais jumelé à un jeu vidéo. Pour que ça soit plus motivant que juste faire de la planche d'équilibre un peu dans le vide. Ou si on pense aux montres qui vont nous donner notre nombre de pas, ben, si on a un objectif de, par exemple, 10 000 pas par jour,
ben, si premièrement, on a un objectif quantitatif, puis on le voit aussi sur la montre, ben, on le sait qu'on est à 7000 sur 10 000 ou quelque chose, donc c'est plus motivant que si on n'a aucune idée du nombre de pas qu'on a fait. On dit juste à une personne, ben, marche plus, c'est pas assez motivant. Ou on fait aussi ben, un autre défi qu'il y a, c'est que dans les exercices de réadaptation, souvent, il y a on aurait besoin d'une personne traitante avec nous, par exemple, pour faire des exercices 2 heures par jour, mais avec le manque de personnel, ils ont peut-être juste 15 minutes. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est des robots qui vont aider la personne à faire les mouvements. Donc, ils vont prendre la personne où elle est dans ses capacités, puis l'aider à faire des mouvements. Pas pour remplacer la personne thérapeute, mais donc la personne thérapeute va rester comme la chef puis dire qu'est-ce qu'il faut faire et tout, mais au moins, le robot peut aider à faire plus d'heures de traitement. Donc, ça, c'est comme l'aspect réadaptation. Puis dans l'aspect prévention, ben là, c'est plus, en fait, c'est plus des projets qu'on a en milieu de travail avec, par exemple, le CHU de Québec qui nous a approchés là, pour des techniciens biomédicaux qui doivent faire beaucoup de manipulations dans des enceintes biomédicales pour faire des opérations comme de pipetage, ensemencement, qui ont beaucoup les bras dans les airs. Donc là, on développe avec eux un support de bras, un peu comme un exosquelette qui vient soutenir le poids de leurs bras pour qu'ils puissent avoir les bras dans les airs sans forcer. Donc ça, c'est plus en prévention des blessures. Puis ensuite, il y a la catégorie sur mesure. Ça, c'est des adaptations au quotidien aussi, mais dans le fond, nos projets de recherche et développement, normalement, c'est plus des projets qu'on fait, des aides à l'alimentation, par exemple, pour une population donnée qui va avoir plusieurs personnes qui vont pouvoir en profiter. Mais il y a toujours certains besoins qui sont vraiment uniques à une personne. Il n'y aura pas un produit qui va exister pour ça parce qu'il y a peut-être, par exemple, juste 2 personnes au Québec qui en ont besoin. Là. Un exemple, c'est une dame avec qui on collabore, qui a une dystrophie musculaire, donc une faiblesse musculaire, qui doit ouvrir un scanner dans le cadre de son travail pour scanner des documents, mais elle n'a pas la force pour le faire. Donc là, on a développé on a rajouté un petit moteur avec un microcontrôleur qui, avec elle appuie sur un bouton, puis ça l'ouvre le scanner pour elle. Donc, tu sais, ça, c'est vraiment des développements sur mesure qu'on peut faire, mais qu'il n'y aurait pas un produit qui existerait pour ça parce qu'il n'y a pas un assez grand besoin. Donc, tout ça mène aussi au développement, la catégorie de développement, qui sont plus... Ben, en fait, ça peut être des développements mécaniques, électroniques ou informatiques, donc des algorithmes qu'on fait. C'est juste que au lieu de faire des développements spécifiquement pour chaque projet, bien, on essaie de regrouper nos choses. Au lieu, par exemple, qu'un étudiant à la maîtrise développe une solution microcontrôleur avec un algorithme de zéro pour telle ou telle chose, bien, quand on fait des choses, on essaie de les réutiliser ou de penser aussi plus à long terme. Donc, si on a besoin d'un développement, bien, on va peut-être le faire d'une façon qui puisse être réutilisable à plusieurs projets. Comme on pourrait avoir un capteur EMG qui fonctionne pour les besoins d'un projet, mais on va essayer de s'en faire un qui soit plus modulaire puis qui puisse ensuite être réutilisé. Donc, avoir comme un standard, un capteur EMG standard qu'on peut ensuite vraiment réutiliser dans plusieurs projets. Ça va être la même chose pour les microcontrôleurs. On pourrait avoir comme une gamme ou une solution de microcontrôleurs pour chaque projet précis, mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a rassemblé le tout avec comme une famille de microcontrôleurs type qu'on utilise. Puis là, dépendamment des besoins du projet, on repart toujours de la même base. Donc, l'avantage est double. On part avec quelque chose, avec une meilleure vision générale, mais aussi ensuite, quand on développe quelque chose dans un projet, ben on le repackage pour le remettre dans la librairie pour qu'une autre personne ensuite puisse le réutiliser. Donc, au fil du temps, ça nous sauve beaucoup de temps, puis ça sauve des développements aussi là, pour éviter qu'une personne passe 1 an, 2 ans à développer des choses qui auraient pu être réutilisées. Là. C'est ça, tu as mentionné beaucoup, c'est ça, beaucoup d'exemples, c'est vraiment super. C'est quoi un capteur EMG? Ah, ouais, ben bonne question. EMG, c'est pour électromyographique. En fait, c'est un capteur qu'on place à la surface de la peau, par exemple au biceps, là, pour simplifier.
Puis, quand notre cerveau envoie un signal à notre biceps de contracter, ben, en fait, ça se fait sous forme de signal électrique qui est envoyé au cerveau, qui est envoyé du cerveau jusqu'au muscle. Donc, quand on contracte le muscle, ben, il y a une certaine activité électrique qui se produit. Le capteur myoélectrique, c'est comme trois petites plaques de métal qui vont capter ce signal-là. Puis il y a un petit circuit électronique qui va l'amplifier, puis qu'on peut ensuite détecter si la personne est en train de forcer ou pas. Donc, à quoi ça sert concrètement? Ça va être par exemple dans des. En fait, les prothèses, ça utilise beaucoup ce principe-là. Donc, il y a des prothèses qui sont purement mécaniques, qui vont demander à la personne de fermer le bras opposé avec un câble, un harnais qui passe entre les deux pour fermer la main. Mais il y en a d'autres plus intelligentes qu'on va justement mettre un capteur comme ça sur le mognon ou le pectoral de la personne. Puis là, quand la personne va forcer du pectoral, ça va faire fermer ou ouvrir sa main. Donc, ça, on peut s'en servir pour différentes interfaces de contrôle. Le classique, c'est pour les prothèses, mais on pourrait, par exemple, très bien s'en servir dans le projet Ciara. Donc, on pourrait avoir une personne pour qui c'est plus difficile de bouger le bras pour aller appuyer sur des boutons ou manipuler un joystick. Donc, on pourrait placer un capteur EMG, par exemple, sur son biceps. Puis là, quand elle contracte le biceps, sans nécessairement bouger le bras, ben, on peut le détecter puis faire bouger le robot avec ce signal-là. OK, je comprends maintenant un peu plus. Ouais, ça, c'est intéressant parce que c'est relié à justement une question que je voulais te poser, justement par rapport à la détection de signal de intention de mouvement. Mais là, je comprends, tu viens de parfaitement l'expliquer. Donc, on parle vraiment de le signal qui est envoyé directement au muscle. Qu'est-ce qui est du signal s'il sera envoyé directement au cerveau? Est-ce que c'est facile? Est-ce que ça se fait de dire on analyse le cerveau et on regarde d'où le signal part pour juste que l'intention de bouger le bras vienne bouger un robot ou bouger un bras robot ou quelque chose? Ouais, ben, dans le fond, il y a des capteurs EEG. C'est un peu la même chose que les capteurs EMG. C'est juste que c'est encéphalo-électromyogramme ou quelque chose qui ressemble à ça. Là, je me souviens trop. Okay. Donc là, c'est des capteurs qui vont être placés sur la tête. C'est exactement le même principe. Donc là, si on pense par exemple au mot droite, ben, il y a certaines zones de notre cerveau qui vont s'activer plus que d'autres. Donc, on peut entraîner la personne. On peut en fait entraîner la personne et le capteur à reconnaître OK, ben là, je pense à droite. Puis là, arriver à ce que la personne ensuite puisse contrôler un robot avec ça. Mais en pratique, ça marche plus ou moins. Là. C'est très, très difficile. Dès que ça bouge un petit peu ou on le remet, ou le signal est très, très faible. Donc, j'en avais déjà essayé un. Ça marchait un petit peu quand je l'avais entraîné au début, mais après 2 minutes, il n'y a plus rien qui marchait. Donc, c'est très difficile. Souvent, ce qui va marcher, c'est qu'il y a des capteurs qui sont aussi placés proches sur les tempes. Donc là, quand on fait des expressions faciales, c'est plus des muscles qu'on va capter. Donc, ça passe comme un capteur EEG on lit le cerveau, mais en fait, c'est plus un capteur EMG qui lit l'activité musculaire des tempes. Okay. Mais ceci étant dit, il y a d'autres capteurs qui sont en développement là, dans différentes universités ou aussi, je pense à la compagnie Neuralink là, de Elon Musk, que eux, c'est pas en surface de la tête. Là. Ils font vraiment un trou dans le crâne, puis ils placent le capteur directement sur le cerveau. Ouais, OK. Donc ça, à l'université Brown, j'avais visité, je pense, en 2014 ou quelque chose comme ça. Il était déjà avancé pour des choses comme ça, mais ça fait quand même un certain temps que ça existe, mais avant que ça arrive en pratique, c'est quand même difficile. Donc, c'est des capteurs que sur 1 centimètre, il y avait à peu près 64 petites électrodes qui allaient sur le cerveau. Puis après ça, c'est avec l'intelligence artificielle qui entraîne le système à reconnaître les intentions de l'utilisateur. Donc, j'avais vu des vidéos qui montraient que ça marchait très bien. Mais encore une fois, c'était plus... premièrement, c'est ultra coûteux comme procédure. Oui. Là, on peut s'en douter. Puis là, il y a plein de contraintes de batterie ensuite, de sans fil et tout.
Donc, c'était un peu ça le but de la compagnie d'Elon Musk, justement, de démocratiser ça. Il y avait eu des résultats encourageants au début, mais là, ça fait un petit bout de temps que j'ai Ouais. pas entendu parler. Là, je sais pas si ça fonctionne ou pas. Ouais. On va voir. Mais en tout cas, ça serait vraiment une avenue. Ça serait vraiment une avenue qui faciliterait beaucoup les choses parce que souvent dans les technologies de réadaptation comme ça, ben, la difficulté, le talon d'Achille, c'est le lien entre la personne et le système robotisé. Mhm. Parce qu'on a beau avoir une personne hyper intelligente avec un robot super bien designé, mais si on peut juste communiquer avec deux boutons, ben, c'est difficile de dire au robot, ah, ben, va chercher la tasse qui est là. Donc, ça fait beaucoup juste avec deux boutons ou un joystick. Ça va être avant, arrière, gauche, droite. Là, après ça, il faut appuyer sur un bouton pour changer de mode, pour les rotations, ouvrir la main. C'est très, Mhm. très long. Donc, si on pouvait dire directement, ben, va à cet endroit-là, ça serait vraiment super. Ça sauverait énormément de temps. Puis ça serait vraiment un game changer. Mais c'est ça, il reste des développements avant que ça Ben puisse oui. vraiment se concrétiser. Là, j'avais vu, la dernière chose que j'ai vu de Neuralink, c'était la démo avec les cochons là, qui ont la chip puis qui marchent sur un tapis roulant, puis le système est capable de parfaitement modéliser leur membrure sans que le cochon il sache exactement. Là, il modélise leur membrure où c'est qu'ils sont dans le temps juste en lisant le cerveau. Fait que ça, c'était quand même intéressant, mais tu sais, une affaire avec ça, comme tu dis, c'est que c'est tellement intrusif que moi, personnellement, moi, ça me tenterait pas de faire cette procédure-là, de me faire implanter, tu sais, ouvrir mon crâne, me faire mettre une puce, mais c'est sûr que des gens avec des handicaps, peut-être, qui ont perdu la mobilité mettons, de leurs mains, ils seraient prêts à faire cette gamble-là ou à faire ce Exact, c'est ça. saut-là. C'est une question de compromis. Ouais. Ouais. Excellent. On commence à s'enligner pas mal vers la fin. Je voulais te demander, toi qui as créé, juste, c'est un peu hors sujet par rapport à ce qu'on a parlé, mais de ce que je comprends, c'est toi qui est le fondateur du laboratoire d'ingénierie de réadaptation. Ça fait-tu longtemps que c'est démarré? C'est venu de où un peu? Ça? Ouais, ben en fait, nous, on fait partie comme de deux centres de recherche de l'université. Pardon. Il y a le CIRIS, qui est le Centre interdisciplinaire de réadaptation et intégration sociale, là, qui est lié à l'Université Laval, puis que physiquement, il est dans l'Institut de réadaptation de Québec, là, en face de Place Fleur de Lys. Puis il y a aussi le CERVIM, qui est plus un centre de recherche en vision, intelligence, machine, robotique. Donc, on fait partie des deux centres, puis en même temps là, du laboratoire de robotique de l'Université Laval. Euh, En fait, on a créé ce nom-là euh, vraiment parce que nos projets sont vraiment ciblés en ingénierie de la réadaptation, puis ça donne pour vraiment donner une visibilité, puis avoir comme un effet structurant là, sur les projets plus réadaptation qu'on fait. Donc, un laboratoire universitaire, c'est pas une entité officielle là, enregistrée Ok. comme une Comme une compagnie. compagnie. Ouais, ok. Donc, c'est plus un nom pour rassembler les intervenants, autant en ingénierie qu'en réadaptation, en physiothérapie, ergothérapie, kinésio, psycho, avec qui on travaille pour avoir comme une entité reconnaissable pour l'ensemble de ces projets-là. Ok, excellent. Ça fait combien d'années à peu près que ça existe? Ben, je dirais 2015, là, donc 7 ans, mais c'est sûr que ben, moi, je suis arrivé comme professeur en 2015. Euh, Au début, c'est beaucoup de partir le laboratoire. En fait, on commence, là, on a 20 000 dans notre compte, puis ensuite, tout le reste, il faut aller le chercher. Donc, établir le laboratoire au début, là, c'est plus long, aller chercher les sous pour l'équipement, hein, le personnel, les étudiants et tout, monter la machine. Donc, je dirais que ça a plus commencé, là, peut-être plus vers 2017-2019, le temps d'établir les choses. Là. Ok, ok, ouais, quand même. Fait qu'on voit que c'est quand même dans ses débuts, donc il y a sûrement une quantité énorme de projets dans ta tête ou sur papier que tu aimerais transférer, je sais pas, à des étudiants ou à du monde qui cherche un stage ou une maîtrise ou whatever. Je vais pas dire whatever Oui, comme oui, si mais ça, c'était pas bien. en fait, on a beaucoup de projets présentement qu'on va vouloir transférer vers la commercialisation. Mais c'est sûr qu'on est toujours à la recherche aussi là, d'étudiants et étudiantes motivés pour soit les stages, maîtrises, doctorats et tout. Là. Ouais.
Excellent. Ben, ça conclut l'émission pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour ta présence, Alexandre. C'était vraiment hot. Ben, merci beaucoup à toi de l'invitation. De rien. Ouais, de rien. Et merci surtout aux auditeurs d'avoir écouté Accès Innovation. Pour plus d'informations, consultez nos pages Facebook et LinkedIn. À la prochaine.